Léa pensait juste rendre hommage à son grand-père décédé en portant sa vieille veste en cuir au lycée. Mais quand la brute de l'école a déchiré le col, une clé secrète est apparue. Soudain, des hommes de l'ombre et des policiers corrompus se sont mis à la traquer sans pitié. Ce qu'ils ignoraient, c'est que son grand-père n'était pas un simple mécanicien, et qu'avant la nuit, 70 motards allaient encercler la ville pour la protéger. Restez bien jusqu'à la toute fin pour découvrir le dénouement incroyable de cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à l'âme des motards. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. J'adore vraiment savoir d'où vient notre communauté. Installez-vous confortablement. On commence. Le matin où Léa a franchi les portes du lycée, le brouillard des Vosges s'accrochait encore aux fenêtres comme une respiration glacée. L'air à l'intérieur sentait le désinfectant bon marché, les vêtements humides et l'anxiété. Mais Léa ne sentait qu'une seule chose, le poids du cuir sur ses épaules. Ce n'était pas une veste à la mode. C'était lourd, usé au coude, imprégné d'une odeur tenace de cambouis et de vieux tabac brun qu'aucun lavage ne pourrait jamais effacer. Sur le dos, les coutures avaient été reprises à la main. Le travail de son grand-père, Marcel. Maladroit, mais indestructible. L'enterrement avait eu lieu samedi sous une pluie battante. Le bruit de la terre mouillée sur le cercueil résonnait encore dans la tête de Léa comme un battement de cœur sourd. Sa mère lui avait serré la main à lui briser les os en murmurant de tenir le coup. Alors, ce matin-là, elle avait mis la veste, pas pour attirer l'attention, pas pour faire un discours, juste pour lui, pour sentir qu'il était encore là pour la protéger du froid. Mais elle a vite compris que porter la veste d'un motard mort n'était pas un hommage dans ces couloirs. C'était une cible et la décharge publique. La voix a tranché le brouhaha du couloir. Léa n'a même pas eu besoin de se retourner. C'était Hugo Belmont, le fils du capitaine de la gendarmerie locale. Intouchable, arrogant, le genre de garçon à qui les professeurs souriaient même quand il écrasait les autres. Il était adossé au casier, entouré de sa cour habituelle. Les téléphones se sont levés comme des périscopes, prêts à filmer. Léa a baissé la tête et a continué d'avancer. 30 secondes. Si elle pouvait juste atteindre sa salle de cours en 30 secondes, elle disparaîtrait. Mais Hugo s'est planté en plein milieu du passage, bloquant la route. Je te parle, c'est pas illégal de voler les fringues des cadavres? Quelques rires nerveux ont éclaté. Léa a serré les poings sur les bretelles de son sac. Elle a murmuré de la laisser passer. Hugo s'est penché, baissant la voix juste assez pour rendre la cruauté intime. Ton grand-père est mort la semaine dernière? Non? Et tu te déguises en voyou pour faire la dure? Tout le monde sait que ce vieux fou était un criminel. Mon père a des dossiers épais comme ça sur lui. Un vrai criminel. Le mot a frappé Léa en pleine poitrine. Elle a relevé la tête, le souffle court, et lui a ordonné de se pousser. Hugo a souri. Ce sourire carnassier de quelqu'un qui a trouvé la faille. Il a levé la main et, avant qu'elle ne puisse reculer, a crocheté 2 doigts sous le col lourd de la veste. Il a tiré vers lui. Fort, pas pour faire mal, mais pour humilier, pour montrer à la galerie qu'il possédait l'espace. Le cœur de Léa s'est mis à battre à tout rompre. L'espace d'une seconde, elle a entendu la voix de son grand-père, calme comme une clé serrant un boulon. Personne n'a le droit de porter la main sur toi. Jamais. Elle a réagi à l'instinct. Elle a repoussé violemment des 2 mains. Hugo a trébuché, plus par surprise que par la force du choc. Un murmure excité a parcouru le couloir. Le visage de Hugo s'est fermé, ses yeux devenant froids, mauvais. Il s'est redressé, a lissé sa chemise comme si cette bousculade était indigne de lui. Puis, avec une lenteur calculée, il a tendu la main à nouveau. Cette fois, pas vers le col, vers l'écusson rapiécé sur l'épaule gauche. Léa a crié de ne pas toucher, mais c'était trop tard. Le cuir a cédé. Ce n'était pas une grande déchirure, mais le son sec de la couture qui craque a résonné comme un os qui se brise. C'était le bruit de quelque chose de précieux qui rendait l'âme. Un morceau de cuir s'est rabattu comme une cicatrice rouverte. Et là, sous la réparation de fortune de Marcel, quelque chose est apparu. Sous les fils récents, il y avait un autre fil, plus sombre, plus ancien, un emblème à moitié caché, brodé à même le cuir, une roue dentée encadrée par de larges ailes d'acier. Hugo est resté figé, le morceau de cuir déchiré entre les doigts, savourant son triomphe face aux caméras des téléphones. Derrière lui, le vieux concierge du lycée, qui passait avec son seau, s'est arrêté net. Son visage s'est vidé de son sang en fixant le symbole exposé. Il n'a pas souri. Il n'a rien dit. Il a juste reculé comme s'il venait de voir un fantôme. Léa a capté ce regard terrifié, et un froid bien plus mordant que celui de l'hiver lui a glacé le sang. À midi, la rumeur avait déjà fait le tour du lycée. La vidéo de la bousculade tournait en boucle sur tous les écrans.
Léa s'est assise seule à la cantine, fixant un repas qu'elle ne pouvait pas avaler. Le brouhaha autour d'elle ressemblait à un grondement sourd, ponctué de chuchotements et de regards en biais. Puis, un plateau a violemment heurté sa chaise. Un éclat de rire narquois a éclaté, suivi du choc froid d'un liquide glacé se déversant directement sur son épaule, imbibant le cuir au niveau de la déchirure. Elle s'est levée d'un bond, la chaise raclant bruyamment le sol. Autour d'elle, les téléphones filmaient la scène, traquant la moindre de ses larmes. Sans un mot, la gorge nouée, elle a saisi son sac et s'est enfuie. Les couloirs l'ont avalée jusqu'à ce qu'elle s'enferme dans la dernière cabine des toilettes des filles. Le silence relatif de la pièce n'était troublé que par le bourdonnement électrique des néons et le goutte-à-goutte régulier d'un robinet rouillé. Léa a pressé son front contre le métal froid de la porte, luttant pour respirer sans faire le moindre bruit. « Ne pleure pas, ne leur donne pas ce plaisir. » Elle s'est forcée à baisser les yeux vers la veste. Le liquide perlait sur le cuir fatigué, s'infiltrant dans les fissures que le temps et les routes des Vosges avaient creusées. La déchirure causée par Hugo ressemblait à une plaie béante. Elle a pincé le bord, tentant de replier le morceau de cuir pour cacher ce symbole maudit, cet emblème d'aile et de rouage qui terrifiait tant le vieux concierge. C'est à cet instant précis qu'elle a senti. Ce n'était pas la texture de la doublure. Ce n'était pas l'épaisseur du cuir rapiécé. Juste en dessous de l'emblème, à l'intérieur, la doublure était anormalement rigide, pas rembourrée, modifiée, comme si quelqu'un l'avait décousue avec soin pour y glisser quelque chose avant de la refermer. Le souffle de Léa s'est arrêté. Ses doigts tremblants ont tracé la couture. Il y avait une arête dure à l'intérieur, fine et droite, scotchée contre le tissu. Ignorant ses mains qui tremblaient, elle a glissé 2 doigts sous la déchirure, forçant le passage dans la doublure centenaire. Le contact d'un métal glacé a effleuré sa peau. Elle a tiré doucement. Une petite clé métallique a glissé hors du cuir. Pas une clé de maison. Trop étroite, trop nette. Elle était maintenue par un vieux morceau de ruban adhésif à une fine bande de papier plié. Léa a décollé le papier avec précaution. L'écriture de son grand-père, Marcel, l'a frappé en pleine poitrine. Une écriture majuscule, anguleuse, appuyée si fort que le papier en était marqué en relief. Les mots semblaient hurler dans le silence étouffant de la pièce. S'ils posent la main sur toi, c'est qu'ils ont reconnu la veste. Ne fuis pas. Va au relais des pins. Demande Sophie. Léa a relu le mot. 2 fois, 3 fois, s'ils ont reconnu la veste. Ses yeux se sont posés sur l'emblème exposé à la lumière crue des néons. Marcel ne lui avait jamais dit que ce blason signifiait quoi que ce soit. Soudain, le téléphone dans sa poche s'est mis à vibrer frénétiquement. Des notifications, des alertes. La vidéo de l'incident avec le fils du capitaine était partout. Mais dans l'esprit de Léa, l'angoisse étouffante du lycée venait de s'évaporer, remplacée par une lucidité d'une toute autre nature. Son grand-père n'était pas qu'un simple mécanicien à la retraite. Et cette veste n'était pas un simple héritage. C'était une carte et une cible. Elle a glissé la clé au fond de sa poche et caché le mot contre sa peau. L'histoire de la lycéenne harcelée venait de se terminer. Celle de sa survie venait de commencer. Lorsqu'elle est sortie des toilettes, le couloir semblait différent, plus silencieux, chargé d'une électricité mauvaise. Le surveillant général l'attendait au croisement, les bras croisés, le regard fuyant. Le bureau du proviseur, Léa, immédiatement. La marche jusqu'à l'administration a résonné sur le linoléum comme le compte à rebours d'une exécution. Quand la porte en chaîne s'est ouverte, la jeune fille a instantanément compris que la réalité venait de basculer. Le proviseur n'était pas seul. Appuyé contre le rebord de la fenêtre, bloquant presque la lumière blafarde et brumeuse des Vosges, se tenait l'adjudant Renard. Son uniforme de la gendarmerie était impeccable, pressé au millimètre, mais l'homme respirait une brutalité sourde et familière. Tout le monde dans la vallée savait qui il était. Le bras droit du capitaine Belmont, l'homme des basses œuvres. Le proviseur s'est raclé la gorge, balbutiant des phrases toutes faites sur la violence et le règlement. Mais Renard l'a fait taire d'un simple geste lent de la main. Il s'est détaché de la fenêtre et s'est approché de Léa. Une odeur de tabac froid et d'après-rasage bon marché l'a enveloppée, lourde et étouffante. Ce n'est pas une simple bagarre de cour de récréation. Mademoiselle, a murmuré le gendarme, la voix faussement paternelle. C'est une question de sécurité publique. Les directives académiques interdisent formellement les insignes de gang dans les établissements. Le mot est tombé comme un coup près. Gang. Léa a reculé d'un pas, ses doigts se refermant instinctivement sur les pans de la veste. C'est le blouson de mon grand-père. Le sourire de Renard n'a pas atteint ses yeux. Son regard a glissé vers l'épaule déchirée, fixant l'emblème avec une fin mâle dissimulée, puis est descendu lentement, très lentement, vers les poches du jean de l'adolescente.
Marcel avait un passé. Retirez cette veste. Confiez-la à l'administration, le temps que l'on tire cette affaire au clair. Il a fait un pas de plus, réduisant l'espace vital de Léa à néant. Et pendant qu'on y est, il va falloir vider vos poches sur le bureau. Juste une procédure de coopération. Pour s'assurer que vous n'avez rien dérobé à Hugo lors de votre petite altercation. La clé, cachée au fond de sa poche, semblait soudain peser 1 tonne. Le métal froid brûlait à travers le tissu. Le piège se refermait avec une précision terrifiante. Il ne voulait pas la punir pour une bousculade. Il se servait de l'école. Il voulait ce que Marcel avait dissimulé. Devant le silence de la jeune fille, le proviseur, visiblement mal à l'aise, a annoncé qu'il devait prévenir sa mère. Allez patienter dans la salle de réunion attenante, a-t-il ordonné, évitant soigneusement son regard. Renard l'a escorté jusqu'à la petite pièce vitrée, refermant la porte avec un claquement sec. Une cage transparente. Léa est restée figée, les observant discuter à voix basse de l'autre côté de la vitre. Renard a sorti son téléphone, tapant un message avec précipitation. Il signalait qu'il l'avait. Léa s'est retournée. Au fond de la salle de réunion, une porte grise écaillée portait la mention « Local technique ». « Ne fuis pas », avait écrit Marcel. Mais attendre ici, c'était se rendre. Guidée par un instinct de survie brutale, elle a tourné la poignée. La porte a cédé sans un bruit. Elle s'est glissée à l'intérieur. L'air y était saturé de poussière et d'effluves de déterres industriels. Un étroit couloir sombre courait derrière l'administration, menant directement vers une issue de secours condamnée de l'extérieur mais libre de l'intérieur. Le cœur martelant ses côtes, la main crispée sur la clé dans sa poche, elle s'est enfoncée dans la pénombre. Elle n'était plus une élève convoquée. Elle venait de devenir une proie. En poussant la lourde barre anti-panique, l'air glacial et humide de la montagne la frappait de plein fouet, effaçant d'un coup l'odeur de la peur. La lourde porte métallique se refermait derrière Léa dans un claquement sourd, coupant net les bruits étouffés du lycée. Dehors, le brouillard des Vosges l'a enveloppée comme un linceul humide. L'air glacé lui a mordu les joues, transformant son souffle en petit panache de vapeur blanche. Elle s'est mise en marche, longeant le grillage rouillé qui séparait l'établissement des rues résidentielles endormies. Ses doigts tremblaient au fond de sa poche, crispés sur le bout de métal glacé qu'elle venait d'extraire de la doublure. Elle avait réussi à fuir le bureau, mais l'illusion de sécurité n'a pas duré 30 secondes. Le crissement lent et mesuré de pneus sur les graviers mouillés l'a fait frissonner. Léa a tourné la tête sans s'arrêter. Une berline noire, une Peugeot aux vitres teintées, a émergé de la brume et s'est calée exactement sur son allure. Pas de gyrophare, pas de marquage, juste une masse sombre glissant au pas, comme un prédateur silencieux évaluant sa proie. À cet instant, le téléphone de Léa a vibré dans sa poche. Un numéro inconnu. Un seul message, bref et glacial. On a vu la clé. La vitre passager s'est baissée dans un murmure électrique, laissant échapper une odeur de cuir neuf et de chauffage d'habitacle. Léa a gardé le regard droit devant elle, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. « Léa !» La voix de l'homme était calme, presque courtoise. Entendre son prénom dans cette bouche inconnue lui a retourné l'estomac. À travers l'interstice de la vitre, elle a aperçu un visage dur, une barbe soigneusement taillée et des yeux qui ne souriaient pas. Il ne portait pas d'uniforme. Il portait la certitude de ceux qui font les règles dans l'ombre. « Laisse-moi tranquille », a-t-elle lâché d'une voix qui se voulait ferme. L'homme a eu un petit rire sans joie. Le moteur de la Peugeot ronronnait doucement, la voiture frôlant presque le trottoir. « On ne veut pas te faire de mal, gamine. On veut juste ce que ton grand-père a volé. Ne rends pas ça plus compliqué que ça ne l'est. Tu portes une veste dont tu ne comprends même pas le poids. » Léa a serré les dents. La rue était déserte. Les volets des maisons étaient clos contre le froid de novembre. Personne pour voir, personne pour entendre. « Je n'ai rien » a-t-elle menti, la gorge nouée. « C'est faux » a rétorqué l'homme, le ton devenant soudain coupant. « Écoute-moi bien. Donne-nous cette clé maintenant et tu rentres chez toi. Tu pleures ton grand-père. Tu finis ton lycée. Si tu refuses, on prend le relais. Tu as agressé le fils du capitaine devant caméra. Tu as fui l'administration. On fera de toi une adolescente instable, violente. On détruira ta vie avant même qu'elle ne commence. Ton choix ?» L'instinct primaire de Léa hurlait de courir, de fuir à travers les jardins, de disparaître dans la forêt de sapins toute proche. Ses muscles se sont bandés, prêts à détaler. Mais les mots de Marcel ont clignoté dans son esprit comme un phare dans la tempête. Ne fuis pas. Courir, c'était admettre sa culpabilité. Courir, c'était accepter d'être une proie dans un jeu truqué. Alors, elle n'a pas couru. Elle a relevé le menton,
à resserrer le vieux cuir réparé autour de ses épaules et à continuer d'avancer au même rythme régulier, contrôlant sa respiration. Elle a délibérément dévié sa trajectoire vers la route départementale, là où les camions forestiers passaient, là où il y avait des regards et de la lumière. La vitre de la Peugeot est remontée avec un sifflement, mais la voiture noire ne l'a pas lâchée. Elle a continué de la filer dans le brouillard, glissant dans son sillage comme une ombre tenace, attendant qu'elle craque. Le grondement des camions forestiers a fini par remplacer le silence oppressant des rues résidentielles, marquant la fin d'une marche qui a paru durer des heures. À travers le brouillard épais de la vallée, l'enseigne au néon clignotant du relais des pins est apparue comme un phare misérable, perçant la brume de sa lumière grésillante. Le parking en gravier était à moitié plein de semi-remorques et d'utilitaires boueux. Léa s'est avancée vers l'entrée, les muscles noués. Du coin de l'œil, elle a vu la Peugeot noire ralentir et s'immobiliser à la lisière du parking, son moteur ronronnant doucement. Ils ne l'ont pas suivi à l'intérieur. Ils se sont contentés de patienter, comme des loups encerclant un abri précaire, certains de leur emprise. Léa a poussé la porte. L'air chaud, saturé d'odeurs de café fort, de friture et de tabac froid, l'a frappé au visage. Le carillon de l'entrée a tinté joyeusement, un son cruellement inadapté à l'urgence qui lui broyait les entrailles. Le brouhaha des conversations a légèrement baissé à son passage. Au comptoir, une femme d'une trentaine d'années, les traits tirés par la fatigue et les nuits sans sommeil, essuyait nerveusement le formica usé. Léa s'est approchée, la voix tremblante mais tenue par l'énergie du désespoir. Elle a demandé Sophie. La femme a relevé la tête, un sourire commercial déjà dessiné sur les lèvres. Mais son regard a glissé du visage de l'adolescente vers l'épaule de la veste en cuir. Le morceau déchiré par Hugo laissait nettement apparaître la roue dentée et les ailes d'acier. Le sourire de la femme s'est effondré en une fraction de seconde. Son visage s'est vidé de tout son sang, devenant aussi livide que la craie. L'éponge lui a glissé des mains pour s'écraser mollement sur le sol en lino. Elle s'est penchée en avant, les yeux fous, et a murmuré d'une voix étranglée qu'elle ne devrait jamais prononcer ce nom à voix haute. Léa a senti son estomac se glacer. C'était elle. Marcel l'avait envoyée ici. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, Sophie a contourné le comptoir avec une précipitation paniquée. Elle a attrapé le poignet de Léa d'une poigne de fer et l'a traîné vers le fond de la salle obscure. Elles se sont engouffrées dans un couloir étroit qui sentait l'eau de javel et la poussière, jusqu'à une lourde porte écaillée. Sophie a poussé Léa à l'intérieur d'une réserve exiguë, empilée de cartons de conserve et de fûts de bière, avant de refermer brutalement et de tirer le lourd verrou métallique. Ses mains tremblaient avec une violence incontrôlable. Dans la pénombre crue d'une simple ampoule nue, Léa a reculé, heurtant une étagère. Elle a exigé de savoir ce qui se passait. Sophie, les larmes aux yeux, a pointé un doigt accusateur vers le lourd cuir rapiécé. Elle a craché que cette veste n'était pas un vêtement, mais un putain de signal de détresse. Marcel n'était pas qu'un simple mécanicien à la retraite. Il appartenait aux Anges de Fer. Une confrérie légendaire, brutale, qui n'oubliait jamais une dette. S'il avait caché cette clé dans la doublure, sous cet emblème, c'est qu'il savait que les pires prédateurs de la ville viendraient la traquer. Il l'avait transformée en appât. Avant que Léa ne puisse assimiler la violence de cette révélation, 3 coups sourds et pesants ont fait trembler la porte de service en acier, à l'arrière de la réserve. Pas des coups d'impatience, des coups de certitude. Les 2 femmes se sont figées, l'air bloqué dans leurs poumons. Le silence est retombé, lourd, suffocant, uniquement troublé par le bourdonnement du vieux réfrigérateur. Puis, une voix a traversé l'épaisseur du métal. La même voix calme, polie et terrifiante que l'homme de la Peugeot noire. Il a appelé Sophie par son prénom, lui conseillant doucement d'ouvrir cette porte pour ne pas rendre les choses plus difficiles. Ils ont encerclé le parking du relais avec une précision militaire. Les moteurs crachaient leur puissance retenue, créant un mur de son et d'acier infranchissable. La Peugeot noire des hommes de main semblait soudain n'être qu'un jouet fragile, piégé au milieu d'une marée noire. Dans la ruelle, l'équilibre du monde venait de basculer en un battement de cils. L'homme à la barbe a lentement baissé la tête. Son visage, si arrogant quelques instants plus tôt, était maintenant vidé de toute son assurance, remplacé par une terreur blanche et poisseuse. Les chasseurs venaient de comprendre qu'ils étaient devenus des proies enfermées dans leur propre piège. Léa est restée immobile, le souffle court, le médaillon toujours serré dans son poing. Le soulagement qui l'a envahi était vertigineux, mais il a immédiatement fait place à une tension d'une toute autre nature. Ces hommes n'étaient pas la police. Ils n'étaient pas là pour négocier ou faire respecter une loi écrite dans des bureaux. Ils étaient la promesse de Marcel. Une promesse de sang, de goudron et de loyauté. Et tandis que le grondement des 70 moteurs retombait dans un silence lourd et menaçant, ne laissant que le bruit de la pluie sur les blousons de cuir,
Léa a compris que la véritable tempête ne faisait que commencer. Le silence qui a suivi l'arrêt simultané des 70 moteurs était plus assourdissant que leur grondement. Dehors, dans la cour détrempée du relais des pins, les motards ont mis pied à terre avec une synchronisation glaçante. Personne ne criait. Personne ne s'agitait. Ils ont simplement formé un mur de cuir et d'acier, verrouillant chaque issue, chaque angle mort du parking. Dans la ruelle, les hommes en civil qui traquaient Léa ont reculé, ravalés par l'ombre, comprenant que leur autorité venait de se dissoudre dans la brume des Vosges. Poussée par une main tremblante de Sophie, Léa est rentrée à l'intérieur du relais. L'atmosphère dans la salle était irrespirable. Les chauffeurs routiers accoudés au comptoir avaient posé leurs tasses, immobiles, les yeux rivés sur l'entrée. La clochette de la porte a tinté. Un homme est entré. Il n'était pas le plus massif, ni le plus bruyant, mais l'espace a semblé se plier autour de lui. Il avait les tempes grisonnantes, le visage buriné par des décennies de vent et de route, et portait un gilet de cuir sans aucun écusson tapageur. Son autorité n'avait pas besoin d'être affichée. Elle irradiait de chacun de ses mouvements. Son regard, froid et précis comme une lame, a balayé la pièce avant de se verrouiller sur Léa. Plus exactement, sur l'épaule déchirée de sa veste. Il s'est avancé lentement, ses bottes résonnant sur le lino usé. Lorsqu'il s'est arrêté à 1 mètre d'elle, l'air s'est figé. « Tu es la petite fille de Marcel », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question. Léa a dégluti, la gorge nouée, et a hoché la tête. L'homme, qui dégageait une odeur de pluie, d'huile moteur et de tabac brun, l'a observé un instant. « Je m'appelle Gaspard. » Il a baissé les yeux vers le cuir malmené, puis a replongé son regard dans le sien. La question qui a suivi est tombée avec une lourdeur terrifiante. « Est-ce que quelqu'un a posé la main sur toi aujourd'hui ?» Les images se sont bousculées dans l'esprit de Léa. Les doigts de Hugo accrochant son col. L'épaule bousculée à la cantine. Le regard pervers de l'adjudant Renard dans le bureau. La menace physique dans la ruelle. « Oui » a-t-elle murmuré. Le visage de Gaspard n'a pas bougé, mais quelque chose derrière ses yeux s'est éteint, remplacé par une froideur polaire. Il a hoché la tête, un mouvement lent, définitif. La porte du relais a soudainement volé en éclats contre le mur. L'adjudant Renard a fait irruption, le souffle court, le visage rougi par la colère et une peur qu'il tentait désespérément de masquer sous l'arrogance de son uniforme. Il avait dû suivre la Peugeot noire. Son regard a balayé la mer de motards à l'extérieur avant de se fixer sur l'adolescente. « Gendarmerie !» a-t-il aboyé, tentant de reprendre le contrôle d'une scène qui lui échappait totalement. « Léa, tu viens avec moi. » Immédiatement. Fugue, vol et trouble à l'ordre public. Il s'est avancé, la main tendue pour l'agripper. Gaspard n'a pas haussé le ton. Il n'a même pas pris de posture de combat. Il a simplement pivoté, s'interposant comme un bloc de granit entre le gendarme corrompu et la jeune fille. Renard a pilé net, le torse à quelques centimètres de celui du motard. « Écartez-vous, monsieur !» a craché Renard, la main glissant dangereusement vers l'étui de son arme de service. « Vous faites entrave à la justice. » « La justice n'est pas dans cette pièce », a répondu Gaspard d'une voix si basse qu'elle portait en elle une violence contenue prête à exploser. Sans un geste brusque, il a posé sa main lourde et calleuse sur le poignet de Renard, bloquant net son mouvement vers son arme. La poigne était d'acier. Les yeux du gendarme se sont écarquillés. Ton patron a cru qu'il pouvait s'en prendre à l'enfant d'un de nos frères dans l'ombre. Maintenant, on est dans la lumière. Tu ne la toucheras plus. Jamais. Gaspard a lâché le poignet de Renard avec un mépris total, le repoussant d'1 centimètre, mais ce centimètre représentait un gouffre. La ligne était tracée, et l'uniforme n'avait plus aucune valeur de ce côté de la frontière. La tension dans le relais des pins était si dense qu'une simple étincelle aurait suffi à tout embraser. L'adjudant Renard, le visage blême de rage et d'humiliation, cherchait une issue pour sauver la face devant ce mur de cuir et d'hommes muets. Il ouvrit la bouche pour hurler un ordre, prêt à commettre l'irréparable, mais la porte d'entrée du relais s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce ne fut pas avec fracas, mais avec une lenteur calculée et une élégance glaciale. Une femme d'une 40aine d'années pénétra dans la salle enfumée. Elle portait un trench-coat beige parfaitement coupé et tenait une fine mallette de cuir noir. Derrière elle marchait un homme en costume sombre, l'allure stricte, le regard dénué de la moindre émotion. Il n'avait absolument rien à faire dans un relais routier perdu dans la brume des montagnes, et pourtant, il semblait soudain posséder les lieux. Adjudant Renard trancha la femme d'une voix claire qui coupa le souffle de l'assistance. Si vous avez encore une once d'instinct de survie professionnelle, je vous suggère de reculer immédiatement d'1 mètre. Renard cligna des yeux, désarçonné, la main tremblant toujours près de son arme. Il balbutia qu'il s'agissait d'une procédure locale, d'une affaire urgente concernant une mineure en fuite.
La femme ne s'y a pas. Je suis l'avocate de mademoiselle Léa. Et toute tentative d'interrogatoire, de fouille ou de coercition sans ma présence relève désormais de l'abus de pouvoir et de la séquestration. Renard tenta de se redresser, cherchant l'appui de ses hommes en civil restés dehors, mais l'homme en costume sombre s'avança à son tour. Il n'éleva pas la voix. Il utilisa son ton comme un scalpel. Il sortit un étui en cuir de sa poche et l'ouvrit brièvement pour laisser apparaître une carte tricolore. Commandant Leclerc. Inspection générale de la police nationale. Le sigle de l'IGPN, la redoutée police des polices, frappa le gendarme corrompu avec la violence d'un coup de poing au plexus. Le sang quitta définitivement le visage de l'adjudant. « Vous avez franchi une ligne de non-retour, adjudant », continua Leclerc avec la froideur d'un chirurgien. Traquer une mineure avec des individus en civil, tenter de saisir des biens privés sans le moindre mandat, le tout sous l'œil de 70 témoins extérieurs et de caméras de sécurité privées. Marcel avait vu juste. Léa, le cœur battant à tout rompre, regarda l'inspecteur. Son grand-père avait tout prévu. Il n'avait pas seulement appelé les anges de fer pour lui fournir une gare rapprochée. Il avait préparé un piège administratif et légal d'une précision redoutable. Il savait que la corruption locale agirait dans l'urgence. L'arrogance du capitaine Belmont et de ses hommes venait de se fracasser contre un mur d'investigation nationale. J'agissais sur ordre direct du capitaine, tenta pitoyablement Renard, prêt à vendre son supérieur pour sauver sa peau. Leclerc l'ignora superbement, le déclarant officiellement dessaisi du dossier, et se tourna vers Léa. Son ton se fit un peu plus courtois, mais resta clinique. « Mademoiselle, pour votre sécurité et pour sceller les preuves contre le commissariat de cette vallée, je vais vous demander de me remettre la clé que vous cachez. Elle constitue une pièce à conviction fédérale majeure. » Léa plongea la main dans la poche de son jean. Le métal de la petite clé s'était réchauffé contre sa cuisse. Elle sentit le regard protecteur de son avocate et celui de Gaspard, lourd et silencieux, qui ne lui dictait rien mais la soutenait de toute sa stature. Elle sortit la clé. Renard la fixa, les yeux écarquillés par la convoitise et le désespoir. Leclerc tendit une main ouverte, la paume vers le ciel, confiant. Mais au lieu de la déposer dans cette main tendue, Léa la ramena lentement vers sa poitrine. Elle ferma son poing dessus avec une force inébranlable. « Non, dit-elle, la voix vibrante mais cristalline. Mon grand-père ne vous l'a pas laissé à vous. Il me l'a confié à moi. Personne d'autre ne l'ouvrira. » Le silence retomba sur le relais. Gaspard esquissa un très léger sourire approbateur, tandis que le commandant Leclerc, après une seconde de surprise, hocha lentement la tête, concédant le contrôle à l'adolescente. Le convoi s'est ébranlé sous le ciel lourd des Vosges, transformant la route départementale en une véritable artère palpitante de métal et de cuir. 70 moteurs grondaient à l'unisson, composant une symphonie grave qui résonnait contre les parois rocheuses de la vallée. Au centre de cette gare d'honneur implacable avançait la berline banalisée du commandant Leclerc. Léa, assise à l'arrière aux côtés de son avocate, regardait défiler les sapins sombres à travers la vitre couverte de gouttelettes. Gaspard roulait à leur hauteur, son profil taillé à la serpe, fendant le brouillard. Avant de quitter le parking du relais, il s'était penché vers l'habitacle pour lui glisser une dernière vérité. Ton grand-père connaissait ces pourris. Il savait que l'ombre était leur territoire naturel. Alors il a choisi la lumière. Il a caché son secret là où les règles sont gravées dans le marbre et surveillées par des objectifs grand angle. La cible n'était pas un chalet isolé ou une vieille grange, mais la banque principale de la ville. Un bâtiment massif en pierre grise, bardé de caméras de vidéosurveillance, planté en plein cœur de la place de la mairie. C'était le coup de maître de Marcel. Une exécution procédurale, publique, indéniable. En approchant de la place centrale, les motos se sont déployées avec une fluidité militaire. Sans un cri, sans un crissement de pneus superflus, les 70 pilotes ont formé un périmètre de sécurité absolu autour de l'établissement financier. Ils ont coupé les contacts dans un ensemble parfait. Le silence qui a suivi cette manœuvre était d'une puissance assourdissante. Les pilotes ont mis pied à terre, figeant l'espace public dans une tension palpable. Ce n'était pas une simple démonstration de force physique. C'était l'âme des motards dans ce qu'elle a de plus noble et de plus redoutable, une fraternité silencieuse, incorruptible, s'érigeant en rempart d'acier contre la pourriture institutionnelle. Les habitants de la ville, cabas à la main pour le marché, s'étaient figés sur les trottoirs. Jamais cette bourgade endormie n'avait été témoin d'un tel affrontement muet. La berline de l'IGPN s'est immobilisée exactement dans l'axe de la caméra de sécurité principale. Léa est sortie de la voiture, le souffle court. L'air était vif, chargé d'une électricité vertigineuse. Les regards convergeaient vers elle,
vers cette veste fatiguée qui portait désormais le poids de toute la région. Le commandant Leclerc a ajusté sa veste de costume, le visage impassible, et lui a fait signe d'avancer. L'avocate marchait à sa droite, tenant sa mallette comme un bouclier juridique. Gaspard fermait la marche, imposant et protecteur. De l'autre côté de la place, la Peugeot des hommes en civil s'était garée en catastrophe, bientôt rejointe par un véhicule sérigraphié de la gendarmerie. À l'intérieur, l'adjudant Renard et ses sbires fulminaient. Léa pouvait presque sentir leur rage irradier à travers les vitres teintées. Ils étaient totalement neutralisés, piégés par la cruelle clarté du jour, par la présence de dizaines de témoins civils et par le dispositif implacable d'une inspection fédérale. L'étau de leur impunité venait de se fracasser. Les lourdes portes automatiques de la banque se sont ouvertes dans un murmure, tranchant avec la tension de la rue pour révéler un hall aseptisé. L'odeur de moquette propre a remplacé celle du gazole. Le directeur de l'agence, prévenu par un appel urgent de l'IGPN, les attendait, blême et tremblant. Léa a glissé ses doigts dans sa poche pour enserrer la clé métallique. Chaque pas résonnait sur le marbre. Elle n'était plus la victime terrifiée des couloirs du lycée. Elle s'apprêtait à ouvrir le coffre qui allait faire s'effondrer la vallée. L'air à l'intérieur de la salle des coffres était sec, stérile, et sentait le vieux papier et le métal froid. Le directeur de la banque, livide et tremblant, se retirait après avoir déverrouillé la serrure principale, laissant Léa seule face à la paroi d'acier alvéolée. L'avocate et le commandant Leclerc attendaient juste derrière le seuil, respectant la stricte procédure de confidentialité. Léa a pris une profonde inspiration, l'odeur du cuir usé de sa veste se mêlant à la poussière institutionnelle de la pièce. Elle a glissé la petite clé dans la fente du coffre numéro 72. Le mécanisme a cliqué avec une fluidité parfaite, comme s'il n'attendait qu'elle depuis des années. Elle a tiré le long tiroir de métal. À l'intérieur, il n'y avait ni liasse de billets, ni bijoux. Seulement une petite clé USB noire et un épais carnet en cuir usé, maintenu par un élastique distendu. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'a ouvert. L'écriture anguleuse, têtue et familière de Marcel couvrait les pages. Ce n'était pas un journal intime. C'était une comptabilité macabre. Des dates précises, des lieux de livraison isolés dans les sombres forêts des Vosges, des montants effarants en euros et des noms. Un vaste réseau de corruption, de pots de vin liés à des trafics locaux et à l'extorsion systématique des commerçants de la vallée. Et tout en haut de la première page, souligné d'un trait noir appuyé à en déchirer le papier, un nom trônait au-dessus des autres, Capitaine Alain Belmont, le père de Hugo, le patron intouchable de la gendarmerie locale. Le souffle de Léa s'est coupé, une brûlure montant à ses yeux. Son grand-père n'avait jamais été le criminel qu'il décrivait pour le salir. Il était le seul homme de la vallée à avoir eu le courage de documenter leurs crimes. Il avait rassemblé ses preuves mortelles, brique par brique, dans l'ombre, utilisant sa propre réputation sulfureuse de vieux motard pour détourner leurs soupçons. Il avait protégé sa ville jusqu'à son dernier souffle. Elle a serré le carnet contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre, et s'est tournée vers la sortie. Lorsqu'elle a franchi le seuil de la salle des coffres, le carnet bien visible entre ses mains, l'atmosphère dans le couloir a instantanément viré au cauchemar. À l'autre bout du corridor, l'homme à la barbe soignée, le sbire en civil de la ruelle, a soudainement surgi. Il avait forcé le barrage extérieur, poussé par l'énergie absolue et dévastatrice du désespoir. Il savait que si ce carnet quittait ce bâtiment, sa vie et l'empire de ses patrons étaient définitivement terminés. Dans un hurlement rauque, l'homme a sprinté à travers le hall, bousculant violemment un employé horrifié. Il a foncé droit sur Léa, le bras tendu comme une griffe, les yeux exorbités, prêt à la briser contre le mur pour lui arracher les preuves. Léa s'est figée, les pieds cloués au marbre. Mais Gaspard veillait. Le chef des anges de fer n'a pas dégainé d'armes ni reculé. Il a pivoté sur ses talons avec la rapidité d'un prédateur et a intercepté la charge foudroyante de l'homme avec son épaule, comme un mur de béton armé s'abattant sur une voiture lancée à pleine vitesse. Le choc a été d'une violence inouïe. Le sbire a été stoppé net, son souffle pulvérisé par l'impact, avant de s'écraser lourdement sur le sol, à moitié sonné. Avant même qu'il ne puisse esquisser un geste pour se relever, le bruit sec d'une culasse métallique a glacé le hall. Le commandant Leclerc se tenait à 2 mètres, son arme de service pointée droit entre les 2 yeux de l'homme à terre, le regard noir et impitoyable. Inspection générale de la police nationale. Reste au sol si tu tiens à la vie, a tonné Leclerc, sa voix répercutant une autorité fédérale incontestable qui a fait trembler les vitres. L'homme a craché un filet de sang sur le marbre poli et a baissé les yeux, totalement vaincu. Le piège de Marcel venait de se refermer sur eux avec la puissance d'une mâchoire d'acier. Léa, toujours droite, a resserré son étreinte sur le cuir du carnet.
Le crissement de pneus sur le parvis de la banque a déchiré le silence figé du hall. À travers les immenses baies vitrées, Léa a vu un lourd véhicule noir de la gendarmerie s'immobiliser brutalement. Les portières ont claqué. Le capitaine Alain Belmont en est descendu. Il n'avait plus l'arrogance narquoise de son fils dans les couloirs du lycée. Il avait la fureur aveugle d'un roi qui voit son château s'effondrer. Il a poussé les portes automatiques avec une violence qui a fait trembler les vitres. Son regard balayait la scène. Son homme de main ensanglanté à terre, le canon de l'arme du commandant Leclerc toujours braqué, l'avocat Placide, et enfin, Léa. Et surtout, ce vieux carnet en cuir serré contre sa poitrine. Que se passe-t-il ici? A tonné Belmont, sa voix résonnant sur le marbre avec l'autorité d'un homme habitué à ce qu'on tremble devant lui. Baissez cette arme immédiatement. C'est ma juridiction. Leclerc n'a pas bougé d'un millimètre. Son regard est resté d'une froideur absolue. Capitaine Belmont, Inspection générale de la police nationale. Votre juridiction s'est évaporée au moment où ce carnet a franchi la porte de la salle des coffres. Vos hommes sont en état d'arrestation et vous feriez bien de chercher un avocat. Le visage de Belmont s'est tordu. Les muscles de sa mâchoire, ça y est. Il venait de comprendre. Le piège de Marcel s'était refermé sur lui. Pris à la gorge par sa propre arrogance, sous l'œil des caméras de sécurité de la banque et devant des témoins fédéraux incontestables. Dans un ultime sursaut d'orgueil mal placé, il a tourné son regard vers Léa. Il a fait un pas vers elle, tentant d'utiliser cette même intimidation psychologique qui écrasait la vallée depuis des années. « Tu crois que tu as gagné, gamine ?» a-t-il craché, la voix chargée de venin. « Ton grand-père n'était qu'un vieux fou, un voyou de la route. Il a passé sa vie dans la boue et tu vas y retourner avec lui. » Quelques heures plus tôt, dans les couloirs du lycée, ses mots l'auraient brisé. Mais Léa n'était plus la même. Le poids de la veste sur ses épaules n'était plus une cible. C'était une armure, l'héritage d'un homme qui avait refusé de se courber face à la corruption. Léa a relevé le menton. Elle n'a pas reculé. Gaspard se tenait juste derrière elle, présence massive et silencieuse, mais c'est seule qu'elle a affronté le regard meurtrier du capitaine. « Mon grand-père a passé sa vie à réparer ce qui était cassé », a répondu Léa, la voix étonnamment calme, claire et tranchante. « Vous n'avez fait que détruire. Aujourd'hui, c'est terminé. La vallée ne vous appartient plus. » Belmont est resté pétrifié. L'aplomb féroce de cette adolescente venait de lui porter le coup de grâce. Leclerc a fait un signe sec. Des sirènes, cette fois celles des renforts de la police nationale, ont commencé à hurler au loin, s'approchant rapidement de la place centrale. C'était fini. L'avocate a posé une main douce sur l'épaule de Léa, l'invitant à sortir. Léa s'est avancée vers les portes vitrées. Lorsqu'elle a franchi le seuil, l'air glacé des Vosges lui a paru plus pur que jamais. Sur la place, le mur de cuir et d'acier était toujours là. Les 70 motards se tenaient immobiles, une aide d'honneur silencieuse pour la petite fille de Marcel. Au bout de l'allée formée par les motos, une voiture s'était garée de travers. Sa mère en est sortie, le visage baigné de larmes de panique et de soulagement, et a couru vers elle. Léa s'est jetée dans ses bras. L'étreinte était désespérée, puissante. Le vieux cuir rapiécé de la veste pressé entre elles deux n'était plus un fardeau, mais un pont inébranlable. Gaspard s'est approché à pas lents. Il a regardé Léa, puis a posé son regard sur l'emblème de la veste et a incliné la tête dans un geste de profond respect. Un hommage silencieux de roi à reine. Il s'est retourné, a enjambé sa lourde machine et a mis le contact. En une fraction de seconde, 70 moteurs ont rugi à l'unisson. Ce n'était pas un cri de colère, mais un chant de victoire gutturale qui a fait vibrer les pavés de la place. Les anges de fer se sont mis en mouvement. La colonne sombre s'est étirée sur la route départementale, fendant le brouillard, et a disparu peu à peu dans les méandres des forêts de sapins, retournant à leur légende. Léa est restée là, observant l'horizon ouvert, libre, portée par la force intemporelle de celui qui veillait sur elle depuis les étoiles. Si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo.